Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle table ronde sur le CPEM d'Angers. Table ronde qui va concerner la décarbonation et avant d'arriver à la décarbonation qui arrive finalement en phase finale, je dirais, enfin comme finalité en tout cas idéale, l'efficacité énergétique dans les usines. Donc j'ai autour de moi et à distance, voilà, peut-être commencer par Nicolas Landy. Nicolas Landy qui est de la société SEMA Technologies. Responsable développement, responsable développement du groupe SEMA Technologies. Vous allez nous expliquer voilà, plus précisément ce que vous faites et quelles sont les activités de SEMA Technologies. J'ai également, juste à ma droite, Romain Labiel, responsable du pôle transition énergétique de l'ADEME pour les Pays de la Loire. Et enfin, Éric Sénéchal, donc référent technique efficacité énergétique au sein du CETIM. Cette table ronde est organisée aussi plus globalement à travers le programme, le dispositif Loire Énergie. Là aussi, on va y revenir en préambule également de cette table ronde pour nous décrire un petit peu voilà, ce qu'est ce programme visant à l'efficacité énergétique dans l'industrie. Donc, pour démarrer, je vais vous demander chacun de vous présenter. Ensuite, on passera à la présentation plus globale de Loire Énergie. Monsieur Landy, on va commencer par vous. Vous êtes l'industriel de l'étape. Si vous pouvez vous présenter et présenter SEMA Technologies également. Bonjour à tous et tout d'abord mes excuses pour ne pas être présent en chair et en os avec vous. Eh bien écoutez, moi je suis me présenté comme l'industriel de l'étape. À titre personnel, j'étais plutôt juriste, commercial dans la finance et j'ai passé du temps aussi à faire de la formation et un peu de politique locale à Le Mans Métropole. Et donc ça m'a donné un côté un petit peu polyvalent, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que responsable de développement de SEMA Technologies, où on a plusieurs sites, c'est un petit groupe en fait, 100 personnes en tout, sur 5 sites. Donc moi, je fais du soutien, de la supervision des responsables de sites. Je tiens des directions aussi, RH et autres. Je travaille sur toute la gestion des partenariats, toute la partie contractuelle, et puis tout ce qui est projet structurant, aussi bien projet de développement R&D avec des partenaires, ou alors des programmes de formation qui peuvent nous conduire sur plusieurs années. Voilà, donc c'est un peu tout ça, responsable développement. Et la question des énergies, évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse en transversal sur tout le groupe et sur plusieurs années. Donc, j'allais dire mécaniquement, naturellement, c'est venu aussi dans mon précaré. D'accord. Et SEMA Technologies, du coup, un petit mot sur la SEMA société, sur les activités. On est donc ce petit groupe. Aujourd'hui, l'entreprise SEMA Technologies elle-même, c'est sur 2 sites au Mans où on a un peu plus de 50 salariés, plus 14 apprentis, je tiens à le souligner, et un deuxième site à Javron-les-Chapelles en Mayenne, où on a 13 salariés et un apprenti. On fait tout ce qui est soutien à l'industrialisation des pièces plastiques techniques. Donc ça passe par aide à la conception auprès de nos clients, jusqu'à la conception et à la réalisation des moules d'injection plastique. Et c'est de la pièce extrêmement technique, principalement pour l'industrie médicale. Donc nous, on travaille l'acier, et dans nos blocs d'acier, dans nos moules, on injecte toutes sortes de polymères, et on va tester ça dans des centres techniques avant de livrer nos outillages aux clients, à l'occasion vraiment d'une relation partenariale qui peut durer entre 3 et 8 mois pour chaque moule. D'accord. Même question, Romain Labiel, qui êtes-vous? Et puis si vous pouvez nous représenter l'ADEME. Bien sûr, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, donc une structure parapublique qui accompagne les collectivités et les entreprises sur le champ très large de la transition écologique, à part l'eau. L'eau, c'est l'agence de l'eau qui s'en occupe. Donc je travaille pour la direction régionale des Pays de la Loire et plus particulièrement pour le pôle transition énergétique.
qui essaie d'accompagner donc les collectivités et les industriels sur le triptyque que j'emprunte un mégawatt, sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Donc on propose des financements d'accompagnement technique et également des contributions aux investissements pour vous accompagner dans vos démarches de transition écologique et énergétique. On pourra en reparler un peu plus tard. Voilà, donc je travaille pour une direction régionale, mais pour ceux qui ne sont pas ligériens, j'ai évidemment des homologues dans les autres régions. On anime des programmes de formation, d'accompagnement à l'innovation également, qui peuvent, j'espère, couvrir un large champ de vos projets. Oui, programme dont on parlera aussi tout à l'heure avec notamment les accompagnements particuliers qui existent en France et dans la région. Monsieur Sénéchal, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Je travaille au sein du CETIM, donc le Centre technique des industries de la mécanique. Donc, notre vocation, je dirais, est d'aider les entreprises de la mécanique et notamment les PME à progresser sur la problématique technique, notamment sur les aspects R&D générique, hein, pas de la R&D, on va dire, universitaire. Dans ce cadre-là, on est à peu près 1100 personnes, réparties sur tout le territoire métropolitain, sur tout le territoire français. Et on a également 2 filiales, une au Maroc et une à Singapour. Voilà. Sur les 1100 personnes, vous imaginez bien qu'on couvre, enfin on essaye en tout cas, de couvrir tous les domaines de la mécanique, allant de la conception de la pièce, quelle qu'elle soit, jusqu'à l'analyse d'avarie si jamais elle casse. Donc on a des spécialistes sur tous les domaines, allant de l'usinage, la peinture, la plasturgie aussi, et bien entendu sur la partie environnement. Donc moi de mon côté, je travaille au sein d'un pôle d'activité qui s'appelle Performance industrielle durable, dans lequel on a regroupé des activités de type, on va dire, transverse. Donc j'ai des collègues qui travaillent sur l'organisation de production, sur l'environnement au sens propre, hein, donc tout ce qui touche justement aux déchets. J'ai des collègues aussi qui travaillent sur la notion d'éco-conception. Et on a de ce côté-là un grand renforcement des équipes chez nous sur ce domaine-là, et des parallèles bien entendu avec toute la partie déchets et la partie énergie. Et pour simplifier rapidement, une équipe énergie, effectivement, qui compte 6 personnes pour l'instant, mais qui a vocation à augmenter fortement, pour travailler sur toute la problématique de l'énergie allant de l'audit de site, qui est une prestation classique, on va dire, jusqu'à de l'aide à la mise en place de mesurage, sur de la R&D spéciale pour certaines professions de la mécanique. Donc on couvre un grand champ effectivement d'applications énergétiques et d'études énergétiques sur ce sujet. Voilà. On reste avec vous. Justement, sur ce thème de l'énergie, il existe aujourd'hui un dispositif Loire Énergie. Alors beaucoup de participants à cette table ronde, ils sont issus de la région, d'autres non, comme moi et puis comme tous ceux qui la verront en vidéo. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est Loire Énergie, quel est son domaine de compétences et son champ d'action? Alors, Loire Énergie, c'était, parce que c'est une opération qui est terminée, mais qui a vocation à être dupliquée. Donc c'est pour ça qu'on en parle également aujourd'hui. On y reviendra plus tard. C'est une opération collective donc, qui a l'intérêt de mixer dans son giron un certain nombre d'entreprises de tailles différentes et d'activités différentes, avec un but qui était là d'aider les entreprises à mettre en place une stratégie pour améliorer leur efficacité énergétique. On a d'autres activités d'opération collective sur d'autres sujets au CETIM. Donc celle-là, elle est emblématique en termes, en tout cas, d'efficacité énergétique. Et c'était une opération qui a regroupé une douzaine d'entreprises, dont SEMA et FMGC. Donc M. Anthony Leparou, qui viendra faire une présentation après nous, a fait partie de cette opération collective. Donc l'opération collective, elle avait donc le but d'aider à structurer vraiment à la fois une équipe et une démarche énergétique, hein, parce qu'on ne peut pas gérer l'énergie sans qu'il y ait de l'humain, ça c'est évident, mais aussi de la technique, donc il faut les deux, et, on y reviendra tout à l'heure. En fait, cette opération collective était divisée en 2 phases. Une première phase
pour laquelle toutes les entreprises ont adhéré, ont participé, qui avait pour but à la fois de donner les compétences en interne sur la notion d'énergie, d'efficacité énergétique aux différentes entreprises, et puis de commencer un petit peu un état des lieux, ou de même de le poursuivre s'ils avaient déjà été engagés, des différentes énergies consommées sur le site, des différentes actions à mettre en œuvre. Donc ça, c'est très important. Et puis de commencer ou de mettre en place un plan d'action pour réduire ces consommations. Donc une première étape que toutes les entreprises ont engagée, avec des gains parfois très importants. Et la deuxième étape, qui était, on va dire, optionnelle, toutes les entreprises n'y ont pas participé, l'idée était de mettre en place une structure de management de l'énergie, pas forcément, comment dire ça, liée directement à une norme, mais au moins d'avoir une structure de management, de gestion de l'énergie qui soit pérenne et qui permette dans le temps de prendre en compte toutes ces problématiques d'énergie et notamment la problématique des tarifs. Donc c'est une opération qui a été aidée, on n'a pas fait ça tout seul, qui a été aidée financièrement par le Conseil régional et l'ADEME, et on les remercie encore, et pour lesquels on s'est aussi appuyé sur un certain nombre de partenaires techniques, dont Horace, que les Ligériens connaissent bien, et d'autres bureaux d'études comme Akajoule, Eniwatt et Roseau. D'accord. Horace, je ne suis pas ligérien. Horace, c'est une structure qui est pilotée par la CCI maintenant, voilà, qui est le vecteur ou l'un des vecteurs principaux au niveau de la région pour promouvoir effectivement l'efficacité énergétique avec un tas d'animations et des outils informatiques, mais aussi des outils de mesure à prêter. Voilà, et donc c'est un groupement d'entreprises aussi qui travaillent dans le domaine. Donc c'est quelque chose d'assez vaste. Ouais. Très bien. On va parler justement un peu plus tard des outils de mesure et des technologies justement à mettre en place, parce qu'il y a aussi le côté humain, la conviction des hommes et des femmes qui travaillent dans les entreprises et la technologie. Au niveau de l'ADEME, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre implication dans ce programme Loire Énergie, et puis peut-être aborder, pourquoi pas, un exemple de projet qui a vu le jour et qui a été mené à bien. Notre implication, elle est surtout en financement déjà de cette action, et puis en co-construction à l'initiative du CETIM. Donc c'est eux qui ont tenu le crayon et qui ont animé ce programme avec une réelle efficacité. Je vais peut-être te laisser la main pour donner un retour d'expérience sur une entreprise en particulier. Moi, ce que je retiens vraiment sur les points forts de ce type d'action, c'est des choses qui ont été évoquées à l'instant, le fait que ce type de programme permette d'internaliser des compétences. Donc au-delà de l'action coup de poing qui vous permet de résoudre un problème ou de franchir un palier, cette internalisation des compétences et cette pérennité des démarches, elle est à mon avis critique pour rentrer dans une démarche d'efficacité énergétique de qualité, et qui permet d'aller chercher des gains chaque année un peu plus. Un autre point, peut-être, et pas toujours très intuitif, c'est le fait que le partage de retours d'expérience entre pairs ou même avec d'autres interlocuteurs de secteurs assez différents sur des projets qui a priori n'ont pas forcément de lien direct avec votre activité peut également vous donner de très bonnes idées et vous inspirer. Donc c'est des démarches, ce caractère collectif il me paraît intéressant à aller chercher dans des actions pilotées par le CETIM. On parlait d'Horace à l'instant, c'est aussi cette idée d'ouverture vers les autres, elle est intéressante. J'en profite, côté ADEME aussi, on publie un certain nombre d'études, de fiches retour d'expérience également, qui sont, je crois, une petite mine d'or pour aller également piocher quelques bonnes idées. D'accord. Et un petit retour on reprendra peut-être sur les exemples avec Monsieur Landy. Juste, est-ce que vous avez un exemple peut-être en tête de projet qui a été mené chez une entreprise, au sein d'une entreprise ? Il y a des actions de récupération et valorisation de chaleur fatale. Ça, c'est des choses qui sont finalement assez, à la fois assez classiques, mais pas toujours fouillées, et qui permettent donc de capter la chaleur sur des compresseurs, sur des groupes froids, sur des fumées de four et sur d'autres équipements, pour la valoriser sur ce même process, sur un process adjacent, sur du chauffage de bâtiments. Voilà, c'est une manière assez intéressante d'aller chercher des économies d'énergie, bien sûr, et aussi
de limiter vos émissions de gaz à effet de serre. J'en profite pour signaler que l'ADEME finance les études de faisabilité technico-économique pour la récupération et valorisation de chaleur fatale jusqu'à 70%. Donc c'est aussi une manière intéressante d'explorer ce potentiel. À retenir et à savoir, effectivement. Nicolas Lordi, du coup je reviens vers vous et SEMA Technologies. Quel a été finalement le projet que vous avez mené? Est-ce que ça a été aussi dans le cadre de Loire Énergie plus particulièrement, ou est-ce que c'était déjà une démarche que vous aviez déjà initiée au sein de l'entreprise? Voilà, quelle est votre culture en matière d'efficacité énergétique et quel projet avez-vous mené? Alors, on était comme beaucoup d'entreprises éveillés à ce sujet-là depuis un moment. Il faut savoir que nous, on consomme à peu près 1400 MWh par an, sachant que c'est à peu près 280 fois un foyer normal français, pour donner une échelle à votre auditoire. Donc évidemment, même au moment où c'était 100 € du mégawattheure, c'était déjà un enjeu économique. Et on avait fait un DPE, un diagnostic de performance énergétique, dès l'année 2019. Hein, voilà. Ça s'est un peu réparti dans le temps sur différents sites. Et donc, après, on a travaillé avec Loire Énergie, effectivement. Donc, l'enjeu principal, en fait, pour commencer, il faut mesurer. Parce qu'on améliore que ce qu'on mesure. Et ça, c'est valable pour tout, pas seulement les énergies. C'est la base de tout système qualité. Donc, avoir des indicateurs pour pouvoir voir, effectivement, en confirmation des diagnostics de performance énergétique et du travail qui avait été fait avec Loire Énergie, quelles sont nos priorités. Il y a eu un grand bouleversement l'année dernière, c'est-à-dire que nous, notre facture énergétique, elle a été multipliée par 3,5, voire s'il n'y avait pas eu les aides de l'État, par 5. Et donc, ceci a eu un grand avantage. On va parler des choses positives, hein. Cataclysme, il y a des choses positives. C'est que les temps de retour sur investissement pour faire des économies d'énergie, ils ont été divisés d'autant. Et ça, c'est un point super important. C'est-à-dire qu'on avait des investissements avec des retours à 2, 4, voire 10 ans, et on a tout divisé par 3. Et ça, je pense que c'est une idée essentielle. Donc, on a essayé de s'organiser. Ce qu'on a commencé à faire, on a mis effectivement des capteurs, soit en sortie de nos tableaux électriques, disjoncteurs, soit au niveau des machines, pour essayer de repérer les niveaux de consommation des différents secteurs. On avait déjà des bonnes idées, mais on les a confirmées, à savoir que le poste le plus... Alors, déjà, que dans les consommations énergétiques de nos entreprises industrielles, on a 80%, c'est le process. Donc, effectivement, travailler sur le bâti, c'est important, mais c'est souvent des investissements assez considérables. C'est pour ça aussi qu'on a l'ADEME, parce que je pense que c'est aussi beaucoup là-dessus que l'ADEME intervient. Et sur les process, c'est beaucoup plus disséminé. Et donc, les retours sur investissement sont moins évidents, mais par contre, il y a des choses à faire qui ne sont pas si coûteuses que ça. Par exemple, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a déconnecté tous nos petits radiateurs et on a placé des contacteurs en entrée, juste en amont des radiateurs, de façon à ce que c'est nous qui puissions contrôler quand est-ce que le radiateur allait fonctionner et quand est-ce qu'il allait arrêter de fonctionner. On a mis des capteurs de température et aujourd'hui, voilà, on a court-circuité tous les programmes, on a court-circuité tous les gens qui sont dans les bâtiments et on sait quelle température il fait et quelle température on veut maintenir. Et la température, elle s'abaisse quand les gens sortent. Donc ça, c'est des choses de base. Mais ce n'est pas dur à faire. Un petit peu de savoir-faire de la part de nos responsables maintenance. Et ça s'est fait assez facilement. Et vous avez gagné combien, voilà, juste pour donner un chiffre, vous avez peut-être en tête, vous avez gagné à peu près combien en économie d'énergie, rien qu'avec ça? Alors, moi, j'allais dire, j'en discutais avec mon responsable maintenance ce matin, parce qu'on préparait un petit peu l'entretien ensemble. C'est assez difficile, mais j'allais dire, on avait 6-7% de nos consommations énergétiques, c'était ça. Et je pense que maintenant, c'est peut-être plutôt autour de 4, pour une assiette qui a diminué parce qu'on a fait ces travaux-là au niveau de nos process. D'accord.
Donc voilà un petit peu les ordres de grandeur. De toute façon, il y a effectivement des actions qui ont des résultats assez forts. Par exemple, sur tout le réseau d'air comprimé, où là, vous avez une quantité astronomique d'énergie qui est perdue. Il y a plusieurs paramètres qui vont faire que votre système d'air comprimé va être efficace énergétiquement ou il ne va pas être efficace du tout. Et ce n'est pas seulement les fuites. Et puis aussi, on a travaillé, puisque je parle de nos process, donc voilà, on a travaillé sur nos machines. On s'est aperçu en fait que nos machines n'étaient absolument pas conçues pour économiser l'énergie. C'est-à-dire qu'il y avait des modes veille qu'on utilisait. Donc on a mis nos capteurs pour analyser les consommations de ces machines. On s'est aperçu en fait que le talon de consommation, c'est-à-dire la consommation de la machine quand elle ne fonctionne pas, eh ben, c'était simplement la moitié de la consommation maximale. Moi, j'ai des machines de fraisage qui vont consommer, après en puissance, car quand elles sont en travail, jusqu'à 4000 watts. Et en fait, le talon, c'était 2000. Donc on s'est posé des questions, parce qu'il y en avait d'autres, le talon, c'était 300. Et en fait, on s'est aperçu que le mode veille de ces machines-là, eh bien, vous aviez encore tout l'air comprimé qui fonctionnait, vous aviez encore les groupes froids qui fonctionnaient, etc., etc., etc. Et en fait, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas eu cette explosion des prix, ce n'était pas une priorité. On savait qu'il fallait le faire, mais ce n'était pas une priorité. Oui, On a c'était tellement de produit. priorités dans nos PME Ouais. que La priorité était on produit. gère. Bon, voilà, on fait face à l'urgence, en fait, presque en priorité. Alors certes, on a des projets de développement, mais la rationalisation de nos consommations énergétiques, l'efficacité énergétique, j'allais dire, ne pouvait pas vraiment être une première priorité. Aujourd'hui, ça l'est à cause du prix. D'accord. Donc aujourd'hui, on travaille avec nos fournisseurs de machines et on conditionne nos achats de machines à des capacités d'économiser de l'énergie de nos machines qui soient tangibles. Je reviens. Et nos fournisseurs, d'ailleurs, travaillent avec nous parce qu'ils n'étaient pas prêts du tout. Oui. Juste, et avant de revenir sur nos deux autres intervenants, peut-être un petit mot sur les compresseurs. Parce que les compresseurs, pour avoir écrit pas mal, un certain nombre d'articles dans Production Maintenance, justement, ont montré que c'était pas tant le système, mais c'était aussi l'utilisation, notamment le surdimensionnement de certains compresseurs, qui, en fait, c'était vraiment la méconnaissance de l'utilisation et ce réflexe de toujours surdimensionner pour être sûr finalement que ça fonctionne. Est-ce que c'était ça? Comment vous y êtes pris pour Alors, consommer d'abord, moins sur les compresseurs? on a intégré les processeurs, les compresseurs dans notre approche globale de mesure et de suivi des consommations. C'est-à-dire que donc, les capteurs qu'on avait mis, on les a reliés par une box à une appli. Donc, quand moi je vais voir un petit peu mes courbes de consommation, je vois les courbes de consommation de mes compresseurs, de mes pompes à chaleur et de certaines des machines. Alors, les compresseurs, vous avez des compresseurs à débit variable, à débit fixe, vous avez des compresseurs qui consomment plus ou moins, et derrière, effectivement, on a tendance à avoir tous, hein, on n'est pas meilleur que les autres, ou moins bons, on a surdimensionné nos réseaux d'air comprimé. Et on les a dimensionnés parce qu'on avait une ou deux sources d'air comprimé et qui alimentaient toute l'entreprise. Et en fait, on a toujours, on s'améliore, on a toujours des pertes de charge considérables et qui ne sont pas seulement liées aux fuites. Nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut essayer de placer le plus possible les compresseurs près des secteurs qu'ils desservent. Il faut un peu multiplier les compresseurs, donc peut-être baisser la capacité des compresseurs ou la taille des compresseurs, mais il faut les rapprocher absolument des machines. Parce que c'est sur d'ailleurs, le cheminement vers les machines qu'on a des pertes de charge. On a des fuites évidemment, mais on a des pertes de charge. Donc voilà, il faut que le compresseur fonctionne seulement quand il y en a besoin et quand la machine fait un appel. Il faut que le compresseur ne fonctionne pas quand la machine est en veille, etc., etc., etc. Et de là, on arrive à redimensionner le besoin en compresseur quand vous sortiez, quand vous aviez besoin d'une sortie de compresseur à 10 bars, et ben, par ces redimensionnements, vous allez pouvoir mettre une consigne de sortie de vos compresseurs à 7 bars. Et oui. C'est énorme comme c'est énorme, oui, tout à fait. Énorme. Parce que c'est comme
C'est comme quand une voiture qui consomme, hein, plus ça va vite, évidemment, plus vous consommez d'essence, là c'est pareil. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau des compresseurs. Les compresseurs, c'est 25% de nos consommations. D'accord. Merci. Merci, Monsieur Landy. Monsieur Sénéchal, peut-être un petit mot, aussi un retour d'expérience, peut-être pas aussi détaillé, mais enfin, en tout cas, peut-être différent aussi, que vous avez pu accompagner. Effectivement, c'était un tour d'expérience tout à fait intéressant parce que ça reflète finalement la majeure partie ou une grande partie des expériences que l'on voit en audit de sites. Hein. Donc on en fait des dizaines par an. Donc je vais pas aller passer en revue, bien entendu. En fait, on trouve des solutions d'économie d'énergie sur tous les secteurs de consommation d'un site. Celui qui est le plus souvent un petit peu mis de côté quand on passe à la pratique, c'est évidemment le process. Parce que on a du mal à toucher au process. Il fonctionne, il donne satisfaction au niveau qualité. Donc remettre en question certains paramètres pour faire des économies notables, c'est compliqué. Donc il faut vraiment rassurer. Il faut déjà l'arrêter. Parce que pas toujours. pas toujours. Il y a des fois, il faut. C'est bien, vous allez pouvoir aussi peut-être nous expliquer ça aussi. Simplement faire des réglages de température, par exemple. Hein, si vous avez, je sais pas, une étuve qui vient sécher des pièces en sortie de dégraissage. Donc on asperge un produit dégraissant sur les pièces. Il faut sécher la pièce avant de la mettre en peinture. Pourquoi monter votre étuve à 120 degrés alors qu'en faisant 100 degrés, elle fait le même travail. Voilà. Donc voilà, des petites choses comme ça. En analysant vraiment les données des procédés, on arrive à lever des habitudes qui sont un peu néfastes, on va dire, pour la partie énergie, et travailler cette notion de talon qui a été développée tout à l'heure. Voilà. Le deuxième point qui est important aussi, c'est la notion de mesurage, hein, qui a été aussi abordée. C'est la base. Si vous n'avez pas cette notion de mesurage, de connaissance des consommations des différents usages énergétiques, pour reprendre un terme, vous ne pouvez rien faire en fait. Rien faire de sérieux en tout cas. Donc il faut mettre en place des moyens de monitoring, des moyens de mesurage plus ou moins approfondis en fonction bien entendu des besoins. On ne va pas déployer des milliers de capteurs et 40 logiciels sur le site alors qu'on a 3 machines qui consomment. Il y a d'autres moyens, beaucoup plus simples. Et pour vous donner justement une petite anecdote sur le sujet, donc on a accompagné une entreprise ligérienne qui est vraiment à côté de Nantes sur le déploiement de son plan de comptage. Donc c'est une entreprise qui fait de la peinture. Donc elle a déployé son plan de comptage sur 2 sites qui sont très proches, et notamment sur ses cabines de peinture. Donc pour suivre la consommation de gaz et d'électricité, donc des équipements qui sont vraiment son cœur de procédé. Et elle a acheté une cabine neuve pour laquelle le fabricant donnait des économies d'énergie notables par rapport aux cabines traditionnelles. Donc elle a installé évidemment du monitoring sur cette nouvelle cabine et elle a pu détecter que cette cabine était vraiment effectivement économe puisque sa consommation d'électricité a été divisée par 2 et de gaz par 3. Donc là maintenant elle va pouvoir généraliser le remplacement de ses anciennes cabines avec ces cabines nouvelle génération, avec un gain extrêmement important sur la production. Voilà. Donc ça, c'est parce qu'elle a pu mesurer finalement cette nouvelle consommation. Un petit mot sur... là, on parle évidemment de changement. Comment est perçue l'efficacité énergétique aujourd'hui ? J'imagine que ça a quand même pas mal bougé dans les consciences des uns et des autres, que ce soit au niveau de la direction, des directions d'entreprise ou des salariés eux-mêmes. Parce que tout le monde est d'accord, mais après, il faut quand même toucher notamment au process et changer aussi pas mal d'habitudes, peut-être même jusqu'au niveau aussi des bureaux et si on veut prendre finalement toute la question dans sa globalité. Comment c'est perçu ça aujourd'hui ? Vous avez vu quand même des résistances ou... Alors il y a toujours des résistances, parce qu'on parle finalement de changement. Et donc la résistance au changement, c'est quelque chose qui existe... quel que soit notre niveau et quel que soit le changement, ça c'est humain, voilà, c'est tout.
Donc il faut parfois encore vaincre le changement. Après, vaincre cette résistance, pardon. Après, je dirais qu'il y a eu des étapes. Effectivement, il y a quelques années, la partie énergétique n'était pas très chère. Donc on touchait en général au chauffage, on touchait à l'éclairage, mais le process, l'air comprimé aussi, mais le process était plutôt mis de côté. La première prise de conscience c'est 2008, où on a eu la crise financière, où là les entreprises se sont dit on va peut-être travailler sur finalement la partie financière un peu morte entre guillemets de l'entreprise, qui est cette consommation d'énergie. Et évidemment depuis 2022, on a, même depuis le Covid, on va le dire, une vraie prise de conscience avec cette fois-ci un intérêt extrêmement important sur cette notion d'énergie. Je suis un peu pessimiste, mais je dirais que le coût énergétique fait finalement dans l'intérêt est une part importante. Oui, l'argent est le nerf de la guerre, toujours. Beaucoup. Voilà. Et maintenant, effectivement, la partie process est scrutée comme les autres parties, ouais, c'est sûr. Au sein de l'ADEME, Romain, vous avez le même sentiment? Même sentiment, avec une accélération notable constatée effectivement à l'hiver 22-23 avec la crise ukrainienne qui a généré entre autres une crise énergétique. C'est un véritable changement de paradigme avec un poste énergie qui représentait 5 à 8% des charges schématiquement, et qui, quand il double ou triple, devient tout de suite en tête des questionnements des contrôleurs de gestion, des DAF et des dirigeants. Donc ça a permis une prise de conscience notable. Si je sors du giron simplement professionnel, comme citoyen aussi, cette crise énergétique, elle nous a frappés, et c'est un moyen aussi de faire infuser certains changements de comportement. Le très classique changement de déclenchement du chauffage d'1 ou 2 degrés, c'est une évidence, mais on rencontre des résistances dans les entreprises encore largement constatées. Je crois aussi beaucoup au rôle et à l'exemplarité des dirigeants là-dedans. J'étais sur le site d'un grand acteur de l'aéronautique il y a quelques jours, et la responsable Grand Projet Énergie a expliqué que les équipes avaient plutôt bien vécu la diminution de la température de chauffage des bâtiments et des ateliers, jusqu'à ce que le directeur de site râle parce qu'il faisait un peu froid dans son bureau. Je crois vraiment qu'il faut qu'on soit tous mobilisés et exemplaires. Une fois de plus, sur ce point-là, je crois qu'il y a une petite lueur d'espoir avec le fait que, comme citoyen, on est plus éveillé qu'avant également. Et une fois de plus, le facteur coût, je te rejoins totalement, c'est un déclencheur énorme et imbattable, plus que la prise de conscience écologique ou d'autres facteurs. Et si on est à froid, on met un pull, comme disait un certain ministre, encore quelques mois. Bon. Un col roulé, oui. Monsieur Landy, idem sur les réticences au sein de vos salariés, de vos services. Moi, je voulais rajouter quelque chose. En fait, aujourd'hui, on n'a plus de réticence. On n'a plus de réticence parce que, encore, essayons de trouver des effets positifs à des choses qui sont catastrophiques. On sent tellement fortement le réchauffement climatique. Il y a une anxiété qui se diffuse dans la population, qui commence à se réveiller. Ça fait 40 ans que tout le monde peut savoir parfaitement les conséquences du réchauffement, l'existence du réchauffement et le fait que c'est lié à l'activité humaine. Tout le monde le sait. Sauf que ce n'est pas arrivé dans le grand public, pour plein de raisons. Donc aujourd'hui, ça arrive dans le grand public tout simplement parce qu'il fait des températures complètement anormales sur des durées complètement anormales, et que ça a aussi un impact sur les prix. Quand vous allez faire votre marché, vous voyez. Et ça, moi j'en parlais il y a longtemps déjà avec Jacques Oxiette, parce qu'on travaillait justement sur la sensibilisation des gens dans les années 2000-2010. Donc Jacques Oxiette, qui était président du conseil régional, et on essayait de présenter les courbes d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et en corrélation, augmentation des courbes de PIB, de croissance, augmentation de la démographie, et augmentation des températures. Tout ça, c'est exactement les mêmes courbes. Et on les connaît depuis, encore une fois, des dizaines d'années. Le protocole de Kyoto, c'est 1992. Et on se disait, mais on peut faire ces descriptions-là, mais ça fait tellement peur. On était dans les années 2000.
que les gens en fait ne veulent pas entendre. Et donc ce qu'il faut, c'est conjuguer une présentation qui est très anxiogène à des plans d'action. Et en fait, aujourd'hui, les gens sont dans l'anxiété, et le fait qu'on développe des plans d'action d'économie d'énergie dans l'entreprise, eh bien, ça les rassure. Ça nous rassure tous, hein, voir que eux, on est tous ensemble. Et donc, je dirais que oui, la résistance au changement, bien sûr, résistance au confort, aux habitudes. En fait, on n'a pas perdu le confort, hein. Mais par contre, on a tous l'impression d'agir pour nous, pour la planète, parce que la planète, elle sera là après nous, hein. Et si on veut nous rester encore un petit peu sur la planète avant de griller, il vaut mieux qu'on prenne les choses en main rapidement. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'y met, et c'est vraiment bien. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Le fait que ça les rassure, c'est finalement l'un des gains obtenus par ce type d'accompagnement. Quels sont globalement les gains que vous avez pu obtenir au-delà des gains en matière de coûts, bien sûr, mais quels sont les gains obtenus pour SEMA Technologies? Alors, ces gains, ils sont, bon, d'une part, il y a des gains, effectivement, d'un aspect plus sociologique, RH, au niveau de l'implication de chacun, hein. Je pense que ça, c'est un point important. Bon, on a des équipes qui sont très impliquées déjà, mais voilà, ça converge vers cette implication. On a des gains de confort. Nous, on en avait parlé avec Monsieur Lavieille il y a quelques temps. On a dans nos process, on a des process qui sont très émetteurs de chaleur. On a des groupes froids. Jusqu'à récemment, nos groupes froids étaient dans l'atelier et donc ça chauffait l'atelier. Donc c'est très bien en hiver, sauf que en été c'est moins bien. Et donc on avait des pompes à chaleur qui venaient faire de l'air froid pour compenser la chaleur qu'on émettait dans l'atelier. Et tout le monde trouvait, personne ne trouvait ça normal. Mais par contre, voilà, c'était pas confortable. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé l'extraction de toutes ces chaleurs émanant des groupes froids vers l'extérieur, avec un système complètement mécanique, hein. Dès qu'on arrive en hiver, il fait plus froid, on garde la chaleur. Ce qui fait qu'on a gagné du confort, on a gagné de la stabilité dans la température de nos ateliers. Et pour nous, c'est extrêmement important, puisqu'on travaille l'acier aller aux 3 microns, dont les éléments les plus précis qu'on fait, donc 3 millièmes de millimètre. Et quand on gagne 2-3 degrés, quand il y a 2-3 degrés en trop dans l'atelier, eh bien, on ne peut plus fabriquer, on ne peut plus finir nos pièces parce que l'acier se dilate. Et à ce moment-là, on sort de nos plans, de nos tolérances, on est obligé de s'arrêter. Donc, maintenir une température relativement stable, notamment grâce à l'extraction de cette chaleur, ça nous a fait gagner beaucoup. D'accord, merci. Merci beaucoup. Monsieur Sénéchal, un petit mot sur les normes aujourd'hui. Bon, là, on parle de choses que... Alors, ça va être beaucoup, évidemment, la partie de l'ADEME, peut-être. En revanche, c'est vrai qu'on parle de la démarche, mais comment on démarre, finalement? Alors, il y a à la fois Loire Énergie, là, on va peut-être aussi l'occasion de parler de la suite de Loire Énergie, et ensuite, peut-être, un mot sur les normes. Est-ce qu'il faut se conformer à une norme? Laquelle? Est-ce que non, finalement, ce n'est pas nécessaire? C'est compliqué comme question. Alors, la démarche, ça c'est plus simple. La démarche, on peut la synthétiser en 3-4 étapes. Donc la démarche, la première étape de la démarche, c'est d'abord de faire un bilan de ce que vous consommez, de savoir où sont les consommations sur votre site industriel. On a souvent beaucoup de surprises. C'est rarement la grosse machine au fond de l'atelier qui fonctionne 1 heure par mois qui est la plus grosse consommatrice, mais c'est plutôt la machine plus petite qui, elle, fonctionne tous les jours. Et donc, si on n'a pas cette notion de répartition des consommations sur le site, on ne sait pas trop où travailler en priorité. Voilà. Donc ça c'est l'audit, finalement, l'audit énergétique. C'est l'audit, c'est le bilan. Voilà. Donc, faire une photographie de votre consommation
pour démarrer. Et ça se fait avec un professionnel ou on peut le faire, peut-être envisager ça tout seul, si on connaît suffisamment ces process? Les deux. On peut effectivement faire appel à un bureau d'études ou un professionnel extérieur. Mais si vous avez été formé, voilà, on y revient, ou si vous avez une connaissance suffisante sur la partie énergie, on peut très bien faire cette phase, on va dire, en interne, hein, sans souci. La deuxième étape, c'est le plan d'action. Effectivement, quand on est dans le plan d'action, on est rassuré parce qu'on sait où on va. Hein, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Là, on sait où on va, on sait comment agir. Et donc, les réticences tombent. Enfin, pas toutes, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais donc, à partir de ce bilan, le plan d'action est fait. Donc, les économies, on sait où les travailler. Et on peut mettre en œuvre, finalement, un plan d'action classique, comme sur un projet que vous avez sur vos sites industriels. La troisième étape, elle est entre les deux. Hein, je les ai classés de façon chronologique, mais on pourrait les mettre en parallèle. C'est la mise en place du monitoring, du suivi énergétique, hein, avec des moyens qui peuvent aller de quelques compteurs relevés manuellement et d'un tableau Excel, ce qui est tout à fait respectable et tout à fait utile si vous avez quelques gros consommateurs. Voilà. Par contre, si vous en avez beaucoup, là, on va passer sur du monitoring latéral et relève, donc des compteurs qui sont interrogés à distance, et un outil spécifique pour faire cette télé-relève. Voilà. La quatrième, elle est aussi en parallèle, mais on pourrait la mettre après, c'est la notion de formation. Alors, soit vous la mettez en tête de démarche. Au départ, oui. Voilà, ce qui est aussi une très bonne idée. Soit vous la mettez après si vous avez déjà des connaissances et donc vous voulez finalement renforcer les connaissances d'autres collaborateurs. Ça est essentiel parce qu'encore une fois, s'il n'y a personne pour aller regarder ce qui se passe sur votre outil de monitoring et faire les analyses, vous avez un outil qui ne sert pas à grand chose. Voilà. C'est comme si vous aviez une machine d'usinage avec aucun opérateur devant pour pouvoir faire les pièces. Voilà. Donc ça ne marche pas. Et la dernière étape, la cinquième ou la quatrième que vous voulez, à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir à des énergies alternatives. Donc on va parler de photovoltaïque, on peut parler de solaire thermique, de géothermie. Voilà. Mais il faut plutôt y réfléchir et je pense que de ton côté, ça sera la même discours, on va dire. On ne va pas mettre en place de l'énergie renouvelable avant d'avoir fait le maximum du plan d'action parce que vous allez alimenter des pertes avec avec vos panneaux solaires, ce qui est quand même un peu dommage. On aurait pu sous-dimensionner votre équipement et donc avoir un investissement plus faible. Donc, c'est un peu ce qu'on voit avec les pompes à chaleur dans le domaine particulier. Ça ne sert à rien d'en avoir exactement. Si on isole mal l'essentiel du bâti. Exactement. D'accord. Romain Lavielle, un petit mot là-dessus et puis peut-être sur les normes. Est-ce qu'il y a une ou deux normes qui se détachent sur lesquelles on peut mettre l'accent? La norme ISO 50001 me paraît être la plus pertinente et expliciter totalement le cadre posé par Eric à l'instant qui permet de valoriser la mise en place d'un système de supervision de la demande en énergie et du coup de vous équiper en compteur, sous-compteur et système de pilotage. Donc il y a un soutien public à aller chercher là-dessus qui peut atteindre jusqu'à 40 000 €. Plus rigoureusement, c'est 20% de votre facture annuelle à l'obtention de l'assertif ISO 50001. Donc à ne pas ignorer lorsque vous réfléchissez ou non à aller chercher cette certification. Je rebondis aussi sur un ou deux autres points que tu as évoqués. On parlait de formation. Il y a une formation qui s'appelle la formation ProRéféi qui permet d'accompagner à la montée en compétences de futurs référents énergie. 3 jours de formation théorique et aussi un accompagnement de 2 jours et demi par un consultant formateur perlé sur une année. Donc au-delà de cette formation théorique, vous avancez très concrètement de manière tangible sur un chantier que vous avez identifié et défini avec elle ou lui. Je vais peut-être m'arrêter là, mais il y a également des soutiens aussi sur les énergies renouvelables et notamment sur la production de chaleur renouvelable et avant ça sur la récupération de chaleur fatale. Toujours, je reviens à ce que je disais en préambule, des études de faisabilité et des investissements qui peuvent être soutenus. Au-delà de cette démarche qui doit être structurée et qui est la base de tout plan d'action, qui est la base avant de se lancer dans un plan d'action tête baissée, il y a des soutiens publics à aller chercher aussi, donc n'hésitez pas à les mobiliser. Justement, c'était la bonne transition. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Juste 2 normes, parce qu'on n'a pas cité de chiffres, et les normes, on aime bien les chiffres.
Une norme sur les audits énergétiques de sites. Donc c'est la 14 000 NF EN 14267-1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a quelques normes là-dessus. Donc c'est les normes qui servent à réaliser les audits réglementaires, hein, que les entreprises de plus de 250 personnes ont l'obligation de faire réaliser. Une autre norme qui est plus intéressante, qui est aussi intéressante, pardon, la 17 267, ça finit aussi par 7, mais voilà, qui est en fait une norme sur la méthodologie de mise en place d'un système de mesurage. Donc ça vous décrit finalement les étapes pour mettre en place le fameux outil de monitoring dont on a parlé plusieurs fois pendant cette conférence. Voilà. Donc ça, les deux normes, on va dire, les plus emblématiques. Il y en a d'autres, hein, mais n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit Romain ou moi, on vous renseignera, pas de problème. Je reviens avec Romain justement sur ces aides, des subventions, un guichet unique. Enfin, voilà, on a plein d'aides aujourd'hui à disposition. Souvent, l'information peut paraître assez floue. Il y a aussi des dossiers à monter qui peuvent être forcément assez lourds. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage sur les aides aujourd'hui disponibles en France et même dans la région d'ailleurs? Je commence par des plates excuses devant la complexité de ces systèmes et devant le millefeuille de partenaires et de guichets auxquels taper justement pour aller solliciter les aides. Côté ADEME, on a un portail qui centralise un certain nombre de ces aides, mais il y a plein d'autres partenaires. Ce que je peux vous dire, c'est sans doute enfoncer une porte ouverte, mais c'est prenez le contact avec l'ADEME, avec le conseil régional, avec le CETIM, avec Horace. Prenez le contact avec quelqu'un. Sachez qu'on collabore du mieux qu'on peut pour vous flécher vers le bon interlocuteur. Donc la question principale, c'est de décrocher votre téléphone ou de nous envoyer un mail et on tâchera au mieux de vous aiguiller. Concrètement, je le répète, il y a vraiment une très 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 grande gamme d'accompagnement qui existe. Je parlais de la formation ProRefei, elle peut être prise en charge à 80% pour des entreprises de moins de 250 salariés. Je parlais de la certification ISO 50001, il y a une prime de 40 000 € à aller chercher. On finance des études de faisabilité pour les projets de récupération de chaleur fatale ou de chaleur renouvelable. On finance aussi les investissements derrière. Il y a toute une gamme d'études qui permettent de cadrer ces démarches. On peut soutenir des audits énergétiques, on peut soutenir la réalisation de notes d'opportunité sur de l'électrification de vos process, sur de l'efficacité énergétique. Et j'en oublie sans doute un certain nombre. En tout cas, une fois de plus, quelle que soit la taille, le secteur d'activité dans lequel vous évoluez et aussi votre niveau de transition, de maturité en termes de transition écologique, il y a des accompagnements qui existent. Donc, il faut se lancer. Et une fois qu'on est on est entré dans un accompagnement, je crois que ça se fait plus naturellement. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Landy, je reviens vers vous en parlant cette fois de technologie. La technologie, notamment les nouvelles technologies connectées et autres dont on parle beaucoup, sont-elles aujourd'hui salutaires pour l'efficacité énergétique? Est-ce que vous avez utilisé vous, des technologies, je dirais, numériques ou digitales ou connectées pour... voilà. Ah oui, on a conçu et réalisé nos mesures grâce à ces nouveaux moyens. On parlait de formation tout à l'heure, je pense que c'est un point clé, au moins au niveau de tous nos collègues qui sont sur la maintenance. Je pense qu'à partir du moment où ils ont déjà la base technique, en allant se balader sur Internet, en échangeant avec les uns et les autres, ils peuvent se rendre compte qu'on a toute une panoplie d'outils de domotique, en fait, qu'on peut tout à fait intégrer dans l'entreprise. Alors, domotique au sens large, hein, pas simplement la prise individuelle. Et nous, effectivement, tout ce que captent nos capteurs mis sur les machines, comme je vous le disais, c'est envoyé par des protocoles Zigbee sur une box. Et après, on a installé une appli et on a ça sur notre téléphone et sur nos ordis. Donc oui, on est complètement connecté pour suivre nos consommations énergétiques et les effets des plans d'action dont on parlait tout à l'heure. Donc on est complètement... non, c'est très important. Ça, c'est un outil très vertueux
de la 4G, de la XG. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Sénéchal, j'imagine qu'au CETIM, vous êtes quand même à la pointe aussi de la technologie. Souvent, le cordonnier est plus mal chaussé. Mais En tout cas, dans le dispositif d'accompagnement, du moins, vous conseillez quel type de technologies aujourd'hui qui peuvent véritablement changer les choses? Il y a beaucoup d'axes de travail. Hein. On va parler d'hydrogène, par exemple. On a sur Nantes, justement, une partie d'études d'hydrogène, notamment sur la partie réservoir, qui est très important. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on travaille beaucoup. La notion de transfert de données, effectivement, ou de captation et de transfert de données, ce sont des choses sur lesquelles on travaille beaucoup en interne et pour les industriels. Que ce soit des données énergétiques ou des données d'ailleurs directement liées aux machines, au fonctionnement des machines, pour pouvoir faire l'interprétation. Tout simplement parce que quand on fait une analyse énergétique, on ne se contente pas des kilowattheures consommés par la machine, mais il faut absolument avoir finalement en parallèle le fonctionnement de la machine et sa charge. On comprend bien que si on produit 2 fois plus de pièces, on va consommer plus d'énergie que si on en consomme, si on en produit une unité. Donc il faut qu'on travaille des indicateurs pour pouvoir faire des analyses, et donc il faut qu'on ait des données qui viennent des machines, qui viennent de l'ERP, des données de production, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour essayer de bouger l'organisation de production. Ça, c'est pas simple, en fonction des données énergétiques, pour optimiser justement ces éléments. Après, il y a des technologies sur lesquelles nous, on ne fait pas de la recherche. Par contre, des technologies qui sont pas encore tout à fait, qui sont matures, mais qui ne sont pas très développées dans l'industrie, sur lesquelles on insiste, comme de l'ORC ou les groupes à absorption, qui sont des éléments qui permettent de récupérer de la chaleur et de faire directement de l'électricité ou du froid. Voilà, donc c'est des choses très intéressantes à étudier pour les industriels. Ouais. Et évidemment, le mot est toujours est à la bouche de beaucoup d'industriels aujourd'hui. L'intelligence artificielle, il y a peut-être des choses qui aujourd'hui apparaissent comme pertinentes, bien évidemment. Alors effectivement, à partir des données qui sont recueillies, on peut faire de la prévision de consommation, voilà, à partir d'algorithmes plus ou moins compliqués. Parfois, une simple régression linéaire, toute simple, faite sous Excel, marche très bien. Parfois, il faut aller chercher des milliers de données pendant 10 ans pour pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment, on est sur le début, c'est très prometteur, mais il faut avancer doucement. Voilà. Oui. On n'est pas encore tout à fait à la généralisation de cette technologie. Ouais. D'accord. Je reste avec vous et pour le mot de la fin, si on arrive au terme de cette table ronde. Peut-être un message à faire passer, un chiffre ou un message que vous avez en tête, et profitez de cette table ronde pour le diffuser. En fait, j'ai un message et un chiffre, on va dire. Le chiffre, le premier, c'est que y a un tableau de l'ADEME qui est paru il y a quelques années déjà, qui montre que dans l'industrie, on a encore 20% de marge de gain à faire. Et en particulier dans l'industrie mécanique, on est plus proche de 30 d'ailleurs. Et parmi ces 20 ou 30%, les 3/4 de gains sont réalisables avec des technologies qui existent déjà, qui sont éprouvées et qui marchent. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher tout de suite la partie R&D ou même la partie énergie renouvelable. Déjà travailler sur ça, sur ce qui existe déjà en termes de gains et de technologies éprouvées, eh bien vous allez gagner déjà beaucoup de choses. Et le message, c'est que finalement cette notion de recherche de l'efficacité énergétique, c'est la première marche dans une démarche de décarbonation. C'est vraiment la première marche. Si vous ne montez pas la première marche, vous ne pourrez pas monter les autres. Évidemment, et c'est la plus facile à monter. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que pour l'industriel, c'est celle où il y a des gains directs en termes d'euros, il faut le dire comme ça, et c'est en général la plus facile à mettre en œuvre, parce que le reste de la décarbonation, en général, fait des gains
plus important en termes de gaz à effet de serre, mais plus compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Et il faut le faire, hein. Il faudra la faire. Hein. D'accord. Romain Lavielle, un mot. Merci. On a beaucoup parlé kilowattheure, en fait. Si je décentre un peu le débat et qu'on parle humain et ressources humaines, il y a un sondage Harris qui a été publié en début de mois qui dit que 70% des 18-30 ans sont prêts à refuser de rejoindre une entreprise qui n'est pas motrice engagée dans la transition écologique. C'est à la fois une très bonne chose sur l'implication des plus jeunes générations, c'est aussi potentiellement une bombe à retardement pour chacune des entreprises qui seraient justement peu motrices et qui ne joueraient pas le jeu. Donc soyons très attentifs à ce message que je trouve au passage très prometteur. Merci. Monsieur Landy, le mot de la fin est pour vous. Si vous avez un chiffre et un message. Il ne faut pas le louper. Hein. Non, un chiffre qui nous ramène un petit peu à l'introduction, en fait, comme ça on boucle la boucle. Quand nous, on mettait à peu près 1,5% de notre chiffre d'affaires dans nos achats d'énergie, aujourd'hui on est à 5. La différence, c'est 3,5 points. Et pour une entreprise industrielle, sous-traitante, avec les concurrents en Chine, etc., c'est une bonne partie de notre BE. C'est dans le brut d'exploitation. Ça veut dire que ça a obéré considérablement notre capacité d'investissement et nos résultats. Donc on voit l'enjeu au niveau économique de nos entreprises. Je partage tout à fait l'analyse de M. Sénéchal sur le fait que ces 20 à 30% d'économies ne sont pas si difficiles que ça à aller chercher. Et allons-y tous. On a la chance d'avoir des agences de soutien aux entreprises, donc le CETIM, l'ADEME, d'autres, vous les avez cités au début. Et je voudrais, pour terminer, vous dire, M. Sénéchal, M. Lavielle, ne vous découragez pas. Nous, on est des PME en tension en permanence. On n'a pas de temps, j'allais dire, à vous consacrer, mais c'est une bêtise de parler comme ça. Voilà, vous nous tirez par la manche et vous dites, regardez, il y a ça à faire. Ça, c'est possible sans prendre trop de votre temps. Donc, continuez à faire ça. Accumuler toutes les expériences des entreprises que vous aidez pour pouvoir ensuite les partager avec les autres. C'est super important pour nous. Donc, ne vous découragez pas. Continuons comme ça et on va y arriver. Et puis, en plus, c'est quand même passionnant. Et ça, c'est les bons côtés du programme. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Landy. Merci, messieurs. Je crois qu'on peut les applaudir.